Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de Mandé TV. Merci de votre fidélité pour votre magazine et émission Entretien Brut. Comme vous le savez très bien, c'est un plateau avec des chroniqueurs, pas des moindres, pour pouvoir décortiquer l'actualité nationale, régionale et même voire internationale. Mettre un petit coup de projecteur à ce qui se passe à l'horizon. Pour en discuter, pour pousser les discussions, vraiment pour faire ce décryptage, je suis accompagnée de deux chroniqueurs. Monsieur Moussa Oulin Traoré, journaliste et correspondant de Média Guinée. Moussa, bonjour. Oui, bonjour Fadima, bonjour à la Guinée, ça bonjour va? au Niger. Ça va? Et bonjour au Nigeria. Et bonjour au Nigeria. Ça commence. Oui, ça commence. Ce sont les bonjours. Voilà, on aurait dû le dire 3 fois. Tinibou, mais non, la tendance c'est 3 fois. Voilà. Exactement. Bonjour à la CEDEAO. Bonjour aussi à la CEDEAO. Oui. Le second chroniqueur pour ce plateau, chers téléspectateurs de Mandé TV, est tout simplement Monsieur Idrissa Keïta, journaliste consultant spécialiste de l'actualité du Mali, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Idrissa, bonjour. Bonjour à vous. Et moi, comme j'avais commencé la dernière fois mon émission, cette fois je m'adresse encore aux spectateurs de Côte d'Ivoire qui sont endeuillés. Et aussi, je leur souhaite une bonne fête d'indépendance. Parce que ça y est, c'est passé. Le président s'est exprimé. La Côte d'Ivoire a une nouvelle bougie, 63 ans. Je salue donc les Ivoiriens et tout l'audimat de Mandé TV du côté d'Abidjan et Yamoussoukro. On salue aussi les Maliens, on salue la Guinée, beaucoup. La Guinée-Conakry quand même. Et la diaspora dans son ensemble. Et la diaspora dans son ensemble. Et il ne faudrait surtout pas oublier ça. En un mot, on salue l'Afrique entière. Parce que maintenant, il n'y a plus de barrières vu les réseaux sociaux. Tout est relayé, on retrouve partout. Hein. Vraiment, on a des Maliens que nous saluons de par le monde et qui suivent tout ça. Alors aujourd'hui, tout simplement, le thème c'est l'actualité. Oui. Donc, on va vraiment décrypter. Chers collègues, chers chroniqueurs, on va parler, on commence tout de suite avec la visite de la délégation malienne et burkinabé au Niger. Vous avez pu voir ça, ils se sont rendus là-bas. Le ministre Abdoulaye Maïga, accompagné du ministre Sadio Kamara et cette délégation qui se rendent à Niamey au Niger. Alors, vos observations par rapport à ça? Tout d'abord, le ministre Abdoulaye Maïga, le colonel, m'a beaucoup donné le sourire quand il a taclé la CEDEAO en disant que la CEDEAO donne des ultimatums. Ces ultimatums devraient plutôt être concentrés sur les terroristes, pas eux. Ça m'a beaucoup donné le sourire, comme pour dire qu'il reste dans la défiance. D'accord. Sachez que ces visites sont une suite logique. Hein. Bien avant, il y a le Niger qui est venu à Bamako, qui est allé au Burkina. Et évidemment, c'est la suite logique que Ouaga et maintenant Bamako, qui ont fait un communiqué conjoint, se retrouvent à Niamey. Et après, ça a aussi son sens. Au moment où tous ces militaires, ces transitions, ces juntes, ça dépend de l'appellation, se retrouvent, toute la semaine écoulée aussi, les forces, les états-majors de la CEDEAO se réunissaient. Et le chef d'état-major du Nigeria était le plus bavard, bien que son Sénat l'a désavoué, mais quand même, si effectivement eux, ils s'activent, ils font des déclarations. De la même manière, le trio, Bamako, Ouaga, Niamey, se réunissaient aussi. Ils partagent le même environnement. Ce sont des pays en guerre. Il y a le péril sécuritaire, il y a le défi terroriste et djihadiste. Donc cette visite était logique et c'était aussi une manière de dire qu'ils sont en train de se préparer et qu'ils sont prêts à toute riposte. D'accord. Et surtout que c'était juste après la fin de l'ultimatum de ce fameux dimanche, comme quoi la CEDEAO donnait un ultimatum à ce putsch, à rétablir Bazoum au pouvoir. Voilà. Oui, vous savez, souvent moi, ça me fait rire quand je vois une délégation du Mali, du Burkina au Niger. Il a toujours dit que l'amitié des pauvres n'aggrave que la pitié. Ça, c'est évident. Et le Mali semble donner un coup de main au Niger pendant que nous sommes plongés ici dans une insécurité totale.
et que nous n'avons pas fini d'abord avec le problème qui sont sur notre tête. Le Burkina aussi, la même chose, on a vu, même après ce fameux sommet en Russie, le président a été salué par les terroristes parce qu'on a fait des attaques par-ci, par-là. Mais quand je vois encore une délégation malienne au Burkinabé, au Niger, c'est pour aller dire quoi? Et je sais, c'était après la fin de l'ultimatum de la CEDEAO. Mais moi, j'ignore et quand même, ça me fait de la peine de voir cette délégation d'aller au Niger, c'est d'apporter quoi au peuple nigérien. C'est ce que moi, je me demande à chaque fois. Peut-être, on a dit que le Mali voulait donner un coup de pouce au putsch au Niger, mais moi, je vois que, franchement, c'est du populisme. Il n'y a pas d'extraordinaire. Le Mali ne va apporter rien au Niger et il n'y aura rien aussi. Le Burkina, la même chose. Parce que il n'y a que de la pitié dans cette mission. Donc, il y a peut-être, on va lui dire, bon, il y a Wagner, sauf si qu'il y a une négociation autour de l'installation de cette milice Wagner au Niger. Donc, mais cette fois-ci, je suis désolé, mais cette mission maintenant n'a pas d'effet au Niger et ça n'aura jamais effet au Niger. Étant donné que le Mali n'a pas fini d'abord avec ses problèmes personnels ici, donc qu'est-ce qu'on va apporter au Niger actuellement? Moi, pour l'instant, on pourra dire que ça n'a pas d'effet, ça ne se voit pas parce qu'ils ne sont pas au front. Oh, mais quelle est la portée? Quelle est la portée? Mais c'est un message. Quel message que le Mali pourrait apporter au Niger? Quel message? C'est le message de vengeance. N'oubliez pas. C'est le message de vengeance. Non. N'oubliez pas quelque chose. On parle de 3 pays. Mali, Burkina, Niger. La zone des 3 frontières, ce n'est pas une invitation. Ce n'est pas une invention, je veux dire. Le Liptako Gourma, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui existe depuis des décennies. Et une zone où, vous le savez, vous êtes un confrère à moi, il y a tout le temps des attaques terroristes. Une zone à cause de laquelle, il y a quelques mois, les forces nigériennes ont dû pourchasser les terroristes jusqu'à Ménaka, les neutraliser. Et du fait d'être entrés de façon incurse dans un pays sans que les autorités soient informées, ils sont venus à la présidence, ils ont expliqué les griefs et ils ont eu mandat de Koulouba pour pouvoir sécuriser aussi cette zone. Zone où les éléments terroristes passaient leur temps à se combattre, à faire une défiance aux forces armées. Et jusqu'à présent, les mêmes éléments font du paix. Les terroristes, les zones de 3 frontières, maintenant sont l'ennemi des terroristes. Et il faut l'alerter paisiblement. Il faut l'alerter paisiblement. Et qu'on a vu la sortie insolente du président dessus Bazoum qui disait que le Mali était le maillon le plus faible parmi les 3 pays qui concernaient cette zone. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que le Mali pourrait apporter au Niger? Vous êtes d'accord avec moi? Non, il n'y a pas question d'apporter. La zone des 3 frontières, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est seulement une vengeance. C'est seulement une vengeance. Puisqu'on sait que... Soyons réalistes. Mais il faut que ça dise la vérité. On va laisser Idrissa avancer. Non, il faut que Moussa accepte qu'il y a quelque chose qui s'appelle la zone des 3 frontières. C'est un cadre géographique où ces 3 pays sont ensemble. Tout à fait. Tous les médias du monde en parlent. Beaucoup de gens même ne savaient même pas ce qui s'appelait la zone des 3. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'il s'agit du Liptako Gourma. Oui. Et cette zone, comme je l'ai dit, est face à un péril sécuritaire. Oui. La capitale de la zone même, c'est Ménaka. Oui. Et si vous vous rappelez, vous parlez de l'insolence de Bazoum. Bazoum a eu à dire une fois qu'il est plus informé des réalités de Ménaka et qu'il voit même Ménaka tomber définitivement. Il y a eu même une prise de bec entre lui et la DIRPA. Donc c'est pour vous dire que, et puis c'est pas des... Mais sauf si cette mission, l'objectif de cette mission c'était pas de sécuriser cette zone, mais c'était seulement de défier une mission de défiance de la CEDEAO. Ce n'est pas que ça. Une mission... ce n'est pas que de la défiance, ce sont les 3 frontières. Des mariages forcés entre les 3 pays. C'est-à-dire le prétendant. Il n'y a pas de mariage. Niger. C'est mariage forcé. Et c'est les circonstances. Le mariage circonstanciel aujourd'hui entre le Mali, Burkina et le Niger, on voit clairement. Renfayez-vous, le Liptako Gourma a une historique. Le Liptako Gourma a une historique qui date de plus de 20 ans. Une zone constituée au-delà du sécuritaire. Il y a énormément d'enjeux. De la façon que le Liptako Gourma en lui a un cadre, c'est un peu comme la Mano River Union, c'est un peu comme l'OMVS. C'est un cadre commun, c'est un cadre régional. Je tenais à vous le rappeler. Donc souvent, tenez compte de qui va voir qui et quels peuvent être les éventuels intérêts. C'est vrai qu'il y a le contexte de la CEDEAO, mais je le rappelle, ce sont les 3 frontières. Et encore pour clore,
Je vous rappelle que quand ces militaires-là, à Niamey, ont fait le coup d'État, ils ont fait mention de cela. Ils ont dit que nous, avec le Mali et le Burkina, il faut qu'on renoue les liens. Ils l'avaient dit dès la prise du pouvoir, dès le renversement de Bazoum. Donc c'est logique que Bamako soit là. Évidemment, après, ça veut dire ce que ça veut dire. Avant que cela n'aille à Niamey, la CEDEAO a passé tout son temps, les militaires, les états-majors ont passé tout leur temps à se mettre ensemble. Les pays ont passé tout leur temps à revenir sur le fait qu'ils sont prêts à aller en guerre. Et plus tard, on parlera même de sécession. Donc je veux vous dire que ces 3 pays-là sont liés pour la vie. Parce qu'ils ont un cadre commun. Oui, je sais. Moussa, il faut aussi comprendre que ça, c'est quand même assez évident. Aujourd'hui, la France, elle est chassée du Mali, du Burkina. Et pour pouvoir sécuriser cette zone, il faut évidemment faire un nettoyage par là. Allez voir le Niger. Mais sauf si le problème, sauf si le problème, je suis désolé, sauf si le problème, le contexte aujourd'hui, ce n'est pas la sécurité de cette zone. La bonne occasion pour faire une alliance. Sauf si aujourd'hui, maintenant, le contexte nous prouve autrement. Puisque, vous savez, il y a un adage qui dit chez nous, on ne se réjouit pas de la mort de sa coépouse, mais on se réjouit quand même de son humiliation. C'est qui la coépouse de la pousse? Mais on sait, vous le connaissez. On peut pas, vous ne pouvez pas écraser votre piment dans ma bouche. Mais on connaît aujourd'hui, Bazoum était considéré par Koulouba, par le pouvoir la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso comme étant celui qui héberge la France. Non, on voyait les pics de Bazoum lancer ses sorties insolentes vers le Mali. On voyait, mais si on voit aujourd'hui le même Bazoum tomber maintenant avec les armes en main, et le Mali ne fait que se réjouir. Maintenant, pour essayer encore de faire, de montrer de plus ce que le Mali en voulait, maintenant la décision de Bazoum, parce que à chaque fois on disait toujours ici, même les activistes maliens maintenant pensaient et demandaient même aux militaires nigériens de prendre aussi les responsabilités, de chercher le président, maintenant le sous-préfet de la France. Mais si ce sous-préfet-là a été cherché aujourd'hui, et qu'est-ce que le Mali fait? Le Mali est en train encore de partir vers ces putschistes, parce qu'on sait, entre les 2 pays, ça n'allait pas quand Bazoum était à la commande. Donc maintenant, on a nos frères militaires aussi qui sont au palais, même s'ils n'ont pas un pouvoir. Ça s'appelle l'international putschiste. Non, bon, l'international putschiste. Mais aujourd'hui, le Mali n'était pas allé là-bas pour négocier. Maintenant, cette question, si c'était ça, on allait avoir les chefs d'état-major des pays qui se pensent. Mais sauf si aujourd'hui, au Niger, il y a une préoccupation qui dépasse la préoccupation de la sécurité aujourd'hui des Nigériens. C'est quoi? C'est d'abord la sanction de la CEDEAO et cette menace de la France et de l'ONU. Donc, il faut aller apporter son soutien. Mais sauf si que l'amitié entre les pauvres, ça n'aggrave que la pitié. Donc, si vous regardez le contexte actuel, le Mali, le Burkina, maintenant qui n'arrive pas d'abord à... Monsieur Moussa, je vais te dire quelque chose. Oui. Ne banalise pas cette histoire. Non, je n'ai pas banalisé cette histoire de cette zone. Mais ce n'est pas le moment, ni le contexte. Non, quand même, je pense qu'il en faut. C'est parce qu'il en faut. C'était d'aller seulement apporter, c'était d'aller tuer la CEDEAO, c'était d'aller tuer l'ONU, c'était d'aller tuer la communauté internationale. Le Mali était parti seulement, d'abord c'est un pays qui part de en guerre. Il faut dire la vérité. Je vais vous dire quelque chose. N'oubliez pas, comme on le dit, quand la case du voisin brûle, il faut le soutenir. Sinon, le feu va se propager chez soi. Oui, on nous a enseigné. Ne pensez pas que parce que vous avez vu Bamako et Ouaga là-bas, Conakry n'est pas parti que Conakry est à l'abri. Parce que si jamais... Non, on n'a pas dit ça. Pas fini, mais écoutez-moi. Laissez-le avancer. Si jamais la CEDEAO lance la riposte et a raison du CNSP, soyez sûr que chacun aura son tour chez le coin. Voilà, il fallait dire ça. Il fallait dire. Je suis réaliste. Il fallait dire. Vous avez parlé du contexte de cette zone de trois frontières. Mais ce n'était pas ça le contexte. Ce n'était pas ça la mission. Non, je veux la mission, c'était de tuer la CEDEAO. Non, c'est pas que... On va en venir avec vous. Vous allez pouvoir donner vos arguments. Mais pour l'instant, la parole est à Idrissa. Je reviens là-dessus. Je vous le dis. Sauf si qu'ils n'acceptent pas de faire de l'amalgame. Allez-y. Aujourd'hui, je suis prêt. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un feu qui est à Niamey. Ce feu, il va se propager. Si certains n'y prennent pas garde, il ne peut pas... Sois réaliste. Qui peut faire un coup d'État, quel que soit le pays aujourd'hui, et être ami à la CEDEAO? Qui peut faire un coup d'État aujourd'hui, prendre part au sommet de la CEDEAO, siéger avec eux comme si de rien. CEDEAO là, c'est qui? C'est nous? Les chefs d'État élus. Mais bon, maintenant, il y a la CEDEAO et l'international putschiste. C'est vrai que c'est un terme banal, mais ce terme aura sa raison d'être.
Il y a la CEDEAO désormais et à l'international putschiste. Si la CEDEAO active son plan armé et à raison du Niger, soyez-en sûrs, ils ne vont même pas hésiter à s'en prendre au Mali, à ceux de la Guinée et même à ceux du Burkina. Vous-même, vous connaissez entre nous. Moi, je ne crois pas à cette histoire d'intervention militaire de la CEDEAO. Je vais vous informer d'une chose encore très importante. Il y a eu le cadre d'échange. Il était question du chronogramme et de l'organisation, de l'ordonnancement des élections. Mais qu'est-ce qu'on entend dire? On parle d'une prolongation. Or, Tinibou, président actuel de la CEDEAO, a dit pas une minute de plus, pas une minute de moins. Avant qu'il y ait un coup d'État, il y a eu un coup d'État. Et moi, j'avais dit en son temps, le médiateur Patrice Talon, qu'on ne voit même pas d'ailleurs. J'avais dit que quand il allait venir, il y aurait un achoppement entre lui et les gens de Bamako. Parce que non seulement les gens de Bamako pensent à une prolongation, mais encore dans les textes, on est allé mettre que tout militaire qui a des envies, il peut démissionner. Donc un boulevard pour que son excellence colonel Assimi Goïta soit candidat. Et si maintenant au dialogue politique qui n'est pas quand même discret, qui est officiel, dont les premières conclusions sont là, on dit qu'on veut augmenter la transition de 18 mois qui a été augmentée de 2 ans, qu'on veut l'augmenter de 3 à 18 mois. Je crois que là, c'est clair que le Mali et la CEDEAO sont partis pour un bras de fer. Oui, une guerre infinie, oui, je sais. Oui, il faut qu'on installe le royaume au Mali actuellement, parce que si Assimi, on a accordé maintenant trop d'importance à ce régime. Il y a aussi une chose que vous devez mettre dans votre équation pour dire, c'est que le coup d'État n'est pas encore terminé. Au Niger, c'est ça que j'ai dit. Au Niger, on n'a pas encore terminé dans la sous-région. Vous insinuez quoi, Fadima? Non, pas dans la sous-région, on n'est pas encore terminé au Niger. Au Niger, non, le pouvoir n'est pas acquis. Il faut dire que non, le coup d'État est consommé, mais il faut dire que le pouvoir n'est pas acquis. Mais quand le pouvoir n'est pas acquis, c'est que le coup d'État n'est pas consommé. C'est un coup d'État. Le président a sauté. Maintenant, pour revenir au sujet réel, il faut comprendre avec moi. Cette mission, cette délégation du Mali et du Burkina, quel est l'objectif réel? C'était pas... Parce que moi, je voulais faire comprendre aux téléspectateurs que ce n'était nullement pas pour cette éventuelle question de cette zone frontière, de 3 frontières-là. Mais c'était seulement de tuer la CEDEAO. Puisqu'on a dit, au cas où la CEDEAO interviendrait au Niger, et déclencherait complètement la guerre au Mali et au Burkina. Donc, c'était d'aller se pencher et d'essayer de disperser, ou bien de se partager les stratégies, comment on va rentrer au Niger et pour vous appuyer. Et comment on va faire ceci? Parce que nous avons des armements, suffisamment des armements actuellement où on n'a pas fait des essais. Donc il faudra maintenant prendre le Niger comme un pays d'essai. Donc c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Et j'ai vu l'interview, quand on a dit sur France 24, on a interviewé l'ancien Premier ministre, parce que je conjugue au passé, l'ancien Premier ministre du président Bazoum, il disait que son souhait ou leur souhait n'était pas une intervention militaire. Il a dit clairement, mais je vois l'intérêt égoïste de la France qui pousse certains chefs d'État à intervenir militairement. Mais si on intervient, on sait que le Niger est une poudrière actuellement, on connaît. Et vouloir intervenir au Niger, c'est déstabiliser toute la sous-région. Parce qu'on a vu avec la Libye. Et n'oublie pas aussi que le Niger fait frontière avec les pays où il y a beaucoup d'insécurité. Fait frontière avec le Tchad, fait frontière avec la Libye, fait frontière avec l'Algérie, fait frontière avec le Burkina. Et le Mali, c'est les pays les plus déstabilisés dans la sous-région. Si ce n'est pas l'Algérie, mais ces 3 pays-là, ou bien ces 4 pays-là, sont les pays où il y a maintenant une insécurité totale. Maintenant, vouloir déstabiliser ou vouloir intervenir militairement au Niger, c'est non seulement de déstabiliser la sous-région, c'est ce que le Mali a vu. Mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que le Mali peut apporter comme aide au Niger? C'est ça ma question. Alors, moi, je vous ai donné la réponse. Ce que le Mali peut apporter, déjà, c'est une forme de pression par rapport à ses réactions de la France, des États-Unis, de l'Union européenne, par rapport à ça aussi. Des maigres armements qu'on a achetés ici. Bien que vous puissiez réagir ici par rapport aux réactions de la France, qui n'est pas dans la zone CEDEAO, les États-Unis, l'Union européenne, l'Algérie, la Chine, la Mauritanie, leurs réactions. Les gens se disent, aujourd'hui, les analystes se disent pourquoi ils se mêlent de cette ingérence qui est une histoire nigério-nigérienne. Cette histoire n'est nullement nigéro-nigérienne parce que le Niger est dans le Sahel et le Sahel est la zone d'influence russe qui est pourtant originellement le précaré français.
Donc déjà, à travers même ce que je viens de dire, on voit des acteurs qui sont là de fait. Et puis quand on parle du Niger, personne n'ignore ce que c'est que Arriva. La mine Arriva ne date pas d'aujourd'hui. On a toujours entendu parler de ça, on a toujours entendu parler de l'uranium. Pourquoi maintenant je parle d'international socialiste? Parce que quand il y avait un premier pays qui était le Mali, on a vu la Russie venir. On a vu beaucoup de choses virer aux mains des Russes. Pareil au niveau du Burkina. Le Burkina, il y a des mines qui étaient de propriétés françaises qui sont désormais des propriétés russes. Et au niveau de la Guinée aussi, où là-bas c'est un peu modéré parce qu'historiquement déjà, il y avait de grosses affinités avec la Russie. L'autre fois, mon confrère a parlé du groupe Russal. Donc voilà. Donc déjà, ça c'est d'un. Cette société Arriva, qu'on connaît sous ce nom, mais qui désormais s'appelle Orano, elle risque de tomber aux mains de la Russie. De deux, il y a une armée française qui est là-bas, qui est même devenue encombrante. Parce que déjà, il faut le redire, quand Barkhane venait à Niamey, les populations ne voulaient pas. Mais le pouvoir a rapidement pris les devants. Et je rappelle aux gens, à nos téléspectateurs, qu'un mois avant ce coup d'État même, il y a eu une démonstration de force, une sortie des populations contre la présence de Barkhane. Donc évidemment, se voir remercier du Mali, pour finalement encore se voir remercier au Niger, c'en est un peu de trop. Donc ça c'est pour ce qui est de la France. Ce pays-là qui est très muet, c'est la Chine. Pourtant la Chine est en train d'exploiter le pétrole du Niger. Mais comme les Asiatiques, eux en tout cas dans leur stratégie, ils savent toujours s'entendre avec leurs partenaires. Eux, pour le moment, il n'y a pas de problème. Mais ce sont les États-Unis qui finalement se retrouvent à être les médiateurs de fait. Parce que finalement, Niamey ne veut plus entendre ou recevoir les délégations de la CEDEAO. Je pense que ce qu'ils mettent en avant, les raisons sécuritaires, voire la fermeture de l'espace aérien. Mais en tout cas, ce sont les États-Unis maintenant qui tiennent la corde. Et le Niger, bien que ce soit en plein désert, c'est un pays qui a des ressources. Et forcément, tout pays qui a des ressources attire. Donc évidemment, tout le monde se trouve concerné. Et parfois, peut-être que la situation normale n'était pas favorable à certaines puissances. Et cette situation de tension est favorable à d'autres puissances. Donc c'est un jeu d'intérêt. Et évidemment, chacun a ses amis. Parce que quand une junte ou quand un pouvoir tout court vient, il vient avec ses partenaires. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il met toujours en avant, la souveraineté et la diversification des partenaires. C'est justement cette diversification des partenaires qui fait que toutes ces nations que vous avez eu à citer se retrouvent dans le jeu. D'accord. Moussa? Ok. Et vous savez, quand vous analysez ce que Idrissa vient de dire, vous savez, c'est un contexte purement minier et économique. Mais moi, je vois sur d'autres angles. Quels sont ces angles? L'angle géopolitique. Vous savez, on a rappelé une fois que cette zone de 3 frontières, comme il a si bien dit, le Liptako fait la convoitise de beaucoup de puissances aujourd'hui. Il faut comprendre, le Mali a cherché la France, le Barkhane, et ils sont allés s'installer au Niger. Le Niger dit, on ne veut plus de vous. Et la France a du mal à partir. Maintenant, souvent, ce qui les envoie, c'est le côté économique, l'exploitation minière, mais c'est très stratégique pour l'Europe. Pourquoi est-ce que tous les pays européens maintenant s'ajoutent à la France pour piller l'Afrique? Non. Parce que la France a fait croire à l'Europe, écoutez cette zone, il y a une partie où si la Russie est installée, elle pourra facilement déstabiliser l'Europe. Ça, c'est une question qui est évidente et qui est méconnue par beaucoup d'observateurs. Mais je suis tombé sur certaines vidéos où on explique clairement, même Alain Foucault avait dit dans une de ses sorties, que cette zone, pourquoi les Français ne partent pas du Mali, pourquoi les Français ne veulent pas quitter au Mali, puisque les Français savent qu'il y a une partie au nord du Mali, si vous vous installez, si la Russie parviendra à mettre la main là-dessus, et elle sera à 6000 km maintenant de Paris, où elle peut bombarder Paris en moins de 4 minutes. Donc, au cas où il y a la guerre mondiale. Donc, maintenant, vu de tout ça là, pourquoi les Européens sont là à soutenir non seulement la France et appuyer la France, donc pour que la Russie ne puisse pas s'installer
en Afrique. Donc, il ne faut pas oublier aussi cet aspect. Donc, maintenant, ce que moi, je voudrais quand même dire, il serait très difficile, il sera très inconcevable. La France fera tout pour déstabiliser non seulement même les pays qui sont là, les Assimi. Oui, aujourd'hui, c'est l'un des présidents les plus protégés, puisque si vous êtes protégé par le peuple, vous êtes mieux protégé. Mais même les Assimi aujourd'hui ne sont pas à l'abri des attaques ou des attentats français. Aujourd'hui, oui, ça continue toujours. Et il y aura toujours des grains. Maintenant, autour même d'Assimi, le Premier ministre Choguel avait évoqué une fois qu'il connaissait certains membres de son cabinet qui faisaient semblant de travailler et pourtant qui ne travaillent pas. Et il peut y avoir aussi certains membres autour même du président Assimi qui font semblant aussi de travailler, mais qui travaillent pour la France. Mais ils sont mieux, ils sont là-bas et ils sont à la commande, à la solde de l'Occident et ils seront toujours démasqués. Et s'ils ne seront pas démasqués, ils seront maintenant les graines qui peuvent basculer ce pouvoir d'Assimi. Donc maintenant, on n'est pas à l'abri. On sait que ce sont des petits et on n'est pas à l'abri. Mais ce que moi je vais conseiller quand même aux militaires qui sont au pouvoir, et ils ont l'adhésion du peuple. Ils sont l'espoir de cette génération montante. Mais si ils ne font pas comme les jeunes aspirent aujourd'hui, franchement, ce serait très facile de les cueillir là où ils sont. Au niveau de Niamey, je sais que là-bas quand même, ils ont une adhésion d'une partie du peuple, mais pas de toute l'armée. D'ailleurs, des sources d'un confrère panafricain disent même qu'il y a un leader militaire de la communauté Touareg au Niger qui vient de créer un front dédié à mettre aux arrêts le CNSP. On parlera de ça au prochain. Affaire à suivre. Mais déjà, je voulais aller sur 2 points. D'abord, le premier point, pour que moi-même je puisse aussi avoir une lecture profonde, j'ai eu à suivre un des leaders maliens de la diaspora, Mohamed Chérif Haïdara, qui est résident là-bas, qui a évoqué une piste sur laquelle on va devoir être très regardant. Il a eu à dire que depuis plusieurs années, il y avait un malaise au niveau de l'armée du Niger. Et ce malaise-là est remonté jusqu'à même au niveau de la garde présidentielle. Et dans cette logique aussi, le plus grand opposant du Niger, Ama Amadou, qui quand même la situation est censée l'arranger, a fait un communiqué pour dire qu'il est contre le coup d'État. Et il a pointé du doigt un responsable, Mahamadou Issoufou, l'ancien président qui a passé la main à Mohamed Bazoum. Or, pourtant, ces suspicions de détournement avec les forces armées de conspiration ça et là, le nom de Mahamadou Issoufou aussi y circule. Est-ce vrai, est-ce faux? Mais assez d'acteurs en parlent. Et je pense que, quoi qu'il en soit, le Niger a quand même finalement un nouveau Premier ministre qui a un cadre financier au service de la Banque africaine de développement qui doit rallier le Niamey sous peu pour constituer un cabinet. Et j'avoue que la mission ne sera pas facile parce que la CEDEAO avait quand même dit que quiconque s'affichera dans un gouvernement ou dans un parlement issu de cette transition subira les sanctions. C'est comme si la CEDEAO qui gouverne le Niger. Justement, or c'est une décision souveraine. Le Niger appartient à la CEDEAO. Ça, c'est le patriotisme. Mais est-ce que, à vous entendre ici, est-ce que les tensions au sein de l'armée justifient à ce qu'un putsch se met en place? Vous savez, ce que Idrissa a évoqué, moi, je dirais toujours que prendre le pouvoir par force, souvent, ça n'arrange pas toute l'armée et ça n'engage pas toute l'armée au début. Il y aura toujours des frustrations. Et en Guinée, il y a eu des frustrations. Au Mali, ici, on a vu les deux camps les parachutistes et camps Kati, ce sont en 2012. Et en Guinée aussi, c'est fait la même chose. Donc, c'est pour dire que s'il y a des fractions au niveau de l'armée au Niger, ça ne donne personne, puisqu'on sait qu'il y aura des gens toujours qui seront fidèles au régime. Il y aura aussi des gens qui sont dans l'armée, même s'ils ne sont pas fidèles au régime, mais ils sont cooptés par certaines puissances, comme la France par exemple, parce qu'il faut regarder nos militaires d'aujourd'hui au Niger, en Guinée, au Mali, ici, on a vu, sinon dans le passé on dit pour être riche, il ne faut pas être militaire, il ne faut pas être enseignant, il ne faut pas être journaliste,
il ne faut pas être, comment dirais-je, avocat et autres. Mais on voit aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Les avocats, les personnes les plus riches, on les voit journalistes, on les voit militaires, on les voit... Mais on ne cherche pas à comprendre d'où vient l'argent. Mais on peut utiliser un militaire qui est au service de la nation, mais qui travaille pour une autre nation, qui vend même la stratégie militaire à une puissance. Ça s'appelle l'espion. Donc on peut avoir aussi des milliers d'espions dans l'armée nigérienne. Donc il faut comprendre. Et le Niger a fait un communiqué aujourd'hui. Je vous l'apprends tout de suite. Le Niger a fait un communiqué. Dans lequel communiqué, le Niger explique que une de leurs bases de garde présidentielle, de garde a été attaquée par la France, clairement. Et qu'on voit maintenant des avions militaires français qui approvisionnent les terroristes. Mais il faut voir, la France est en train de combattre, sans faire semblant de combattre contre les terroristes. Et de l'autre côté, elle arme aussi les terroristes. Et on a vu, cette guerre de l'Ukraine nous a réveillés, nous a montré clairement la solidarité européenne. Imaginez, quand en 2011, quand ce conflit interminable a commencé ici, dans cette zone du Sahel, les chefs d'état-major se sont réunis, ils ont demandé combien? Un budget d'1 milliard et quelques de dollars. Et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé le financement. Et à l'espace de 5 mois, en Ukraine, quand la guerre a commencé, ils ont mobilisé plus de 65 milliards. Tout à fait. Effectivement. Et avec toutes les aides en armement possibles. Et Alpha Condé disait ici, comment se fait-il qu'un Bangladesh puisse se donner à mort ici au nord du Mali? Il suffit seulement de donner l'armement ou des armes à un Sénégalais, à un Ivoirien, à un Guinéen ou à un Nigérien, maintenant d'aller combattre au nord du Mali pour défendre le Mali. Parce qu'on sait qu'après le Mali, on viendra en Côte d'Ivoire. Donc c'est cette hypothèse. Pourquoi nous les Africains, nous ne bénéficions pas de l'aide suffisamment? Donc c'est pourquoi, parce que c'est que nous sommes. Donc il faut que nous les Africains, nous réveillons. Parce que le coup d'État, parce que c'est ça que je vous ai dit l'autre fois, moi je ne soutiens pas le coup d'État, je ne soutiens jamais le coup d'État. Mais un coup d'État quand même qui peut nous faire débarrasser des présidents maintenant suivistes, je suis pour ce coup d'État. D'accord, d'accord, chers confrères, voilà. C'est évident qu'on voit un effritement du respect de l'état de droit au sein de la zone CEDEAO. Maintenant, pour essayer de boucler cette parenthèse, quel dénouement vous voyez dans les jours à venir? Quel dénouement vous voyez? On ne pourra pas... Le dénouement va dépendre des futures déclarations de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, quand même, entre ces deux sessions extraordinaires, s'est retrouvée, on va dire, en phase de minorité. Comment? D'abord, au plan interne, ce que la Guinée avait dit, c'est ce qui a été prévisible. La dislocation de la CEDEAO. Tous les États de la CEDEAO sont à couteau tiré. Le Mali, le Niger, le Burkina, comme j'ai dit, l'international pushiste, ils sont ensemble, ils ne comptent pas lâcher leur ligne. Et le moindre coup de feu, il y a des démissions qui vont se faire de la CEDEAO. Au-delà du fait que, politiquement, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et j'en passe, ont eu à dire ouvertement, publiquement, que ce soit le président ou le ministre des Affaires étrangères, à dire qu'ils sont prêts à aller en guerre. Et soyez sûr que quand cette question de retour à l'ordre constitutionnel ou pas au Niger sera réglée, il y aura des frictions diplomatiques. Et si jamais, je le répète encore, il y a un moindre coup de feu, directement, les semaines, les jours qui suivront, il y aura une rupture des relations diplomatiques. Ce que je voulais quand même dire, pour information, sachez que l'ambassadrice du Niger en France, Aïchatou Milamou, vient de voir son fils... Ex-ambassadrice. Bon, ça dépend. Hein. Ouais. Elle a dit ça. Pour l'instant, elle ne veut pas lâcher. Hein. Elle ne veut pas lâcher. Mais ce n'est pas elle qui lâche. Oui, bon, la France... C'est le gouvernement, l'autorité. L'autorité l'a dit. Allez-y. Bon, si vous voulez, on va dire l'ambassadrice frondeuse. Autoproclamée. L'ambassadrice frondeuse, parce qu'elle dit qu'elle ne reconnaît pas. Et même, il y a un communiqué de la France qui la valide. Quoi qu'il en soit, elle a son fils, qui est le DG de la Poste. Si elle n'a pas de budget, son fils, elle va quitter au bureau. Son fils, qui est le DG de la Poste, Idrissa Kane, qui a été mis aux arrêts aujourd'hui. D'accord. Donc, ce que je voulais dire en fait pour clore... Pas de dénouement possible. C'est qu'au niveau de la CEDEAO, il faut le reconnaître,
il y a eu des coups d'État institutionnels. Des présidents qui se sont toujours maintenus. Il y a ce terrorisme-là qui, depuis 2011, est né de la Libye jusqu'à aujourd'hui. La CEDEAO n'a jamais été active, n'a jamais été vue dans ces choses-là. Et encore que même, je reviens sur les coups d'État institutionnels pour clore, depuis près de 10 ans, je prends par exemple depuis l'époque où Abdoulaye Wade était là, il y a plus de 15 ans, tous ces présidents-là étaient là, savaient que ce qui se faisait n'était pas bon. Mais après, ils se sont tous retrouvés à tripatouiller. Donc, dans ce cas de figure, au bout du compte, qui peut conseiller qui? Donc, moi, vraiment, j'appelle la CEDEAO à se revoir, parce que banalement, on se retrouvait à un coup d'État, on se retrouvait à 4 consommés, ou 3,5, ça dépend, sans oublier que la Guinée-Bissau, et récemment même dans la foulée du Niger, la Sierra Leone aussi, ont évité des putschs. Donc si jamais l'international putschiste se renforce, il même en sera fini même. La CEDEAO n'aura même pas même le quorum pour pouvoir statuer. Pour pouvoir statuer. Moussa, en 2 minutes. Oui, moi je dirais qu'il n'y a pas de dénouement possible dans la mesure où la CEDEAO a déjà échoué au Niger. Et il faut consommer la défaite. Ça c'est évident. Mais la CEDEAO aussi vit sa survie. C'est pourquoi elle fait cette réunion semblant de demain. Donc, pour essayer de trouver, puisque j'ai vu que Tinubu qui était venu avec le gros cœur, mais aujourd'hui, le ton quand même a baissé. Son Sénat l'a désavoué. Et le Sénat l'a désavoué parce que lui, il a parlé maintenant pour parler. Mais maintenant, là, on lui a dit c'est impossible. Le Nigeria partage plus de 1000 et quelques kilomètres de frontière avec le Niger. Et les Haoussa qui sont au Niger, ce sont les mêmes Haoussa qui se trouvent au Nigeria. Et comment se fait-il que les deux peuples peuvent s'entretuer? Mais ça, c'est impossible, ça. D'accord, en 1 minute, vous avez terminé? Oui. Ok, donc, chers confrères, pour rester dans l'actualité, et l'actualité nationale, ce matin, c'est sorti, on a vu, ça a été lâché comme une bombe au niveau de la presse malienne. Il s'agit de l'arrestation de 2 barons, si on peut dire. Isiaka Sidibé, ancien président de l'Assemblée nationale, et Mamoutou Touré dit Bavieux, dirigeant de la FEMAFOOT. Il a été au niveau de la caisse, au niveau de l'Assemblée, de 2013 à 2020. Vous avez essayé de creuser, qu'est-ce qu'on peut dire? Surtout Idrissa. Idrissa est vraiment très porté vers le CNT. Donc non, en fait, sachez que sur mes références médiatiques ou sur le net, c'est écrit parfois honorable Idi. Parce qu'en fait, depuis 6 ans, 7 ans, je suis en détachement à l'Assemblée nationale. Donc, je suis carrément dédié à l'actualité parlementaire. Et même là, moi, ce n'est même pas que même les instances, les sessions, c'est carrément même les dessous, le jeu politique, le contrôle gouvernemental. Donc, j'ai bel et bien été dans la même législature que ces 2 leaders. C'est le chat de l'Assemblée? Un peu. Oui. J'ai été dans la même législature. Je dirais la souris même. Oui. Ah non. Donc, ces 2 leaders, évidemment, ne sont pas à présenter au niveau de l'opinion malienne. Isiaka Sidibé, qu'on appelle communément Isaac, a quand même été député dans les années 2000. C'est à son second mandat où arrivait le président Ibeka, dont le fils Karim Keïta, connu de tous, actuellement exilé en Côte d'Ivoire, a beaucoup pesé pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Pour ce qui est de lui, son cas, ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, cette histoire d'arrestation, depuis près d'1 mois, il y avait des fuites, ça revenait au jour le jour. Juste après même le référendum, c'était ce qui circulait. Donc le fait qu'il soit mis aux arrêts, finalement, ce n'est pas une surprise. Parce que l'opinion était plus ou moins préparée à cela. Bon, maintenant, j'avoue que le président Isaac, c'est quelqu'un quand même qui était très porté sur l'argent. Son train de vie faisait énormément de débat même au niveau de l'Assemblée. Et son train de vie a même à un moment même créé une confusion entre lui et son propre camp, le RPM. Pour ce qui est de Bavier, de son vrai nom Mamoutou Touré, actuel président de la Fédération de foot, cette nouvelle est mauvaise. Elle tombe à un moment où il est candidat, donc président sortant, pour finalement même avoir le challenger qu'il a eu lors de la dernière finale, Salah Babi. Une grosse partie de l'opinion maintient
que c'est ça là qui aurait gagné. Quoi qu'il en soit, si vraiment cette arrestation ou ce mandat de dépôt il est consommé, il peut dire adieu à son mandat. Lui particulièrement, je pense que c'est plutôt une cabale pour ne pas qu'il soit candidat. Parce que j'avoue que quand il y a eu quand même ce coup d'État là en 2020, je vous informe qu'il y avait eu une chasse aux sorcières, mais contre le président d'alors contesté, à savoir Moussa Temine, et l'un des questeurs, dont je tairai le nom. Il y avait deux questeurs, une dame et un monsieur. Précisément le monsieur, lui et l'honorable Moussa Temine en commune 5 de Bamako, étaient poursuivis. Ils ont même eu à changer de domiciliation pendant près de 2 mois pour que finalement ça s'apaise. Et enfin, ma dernière lecture sur cette histoire, c'est quoi? Bavier, plus ou moins, est affilié, est un cadre du RPM. Isaac Sidibé, lui, quand même, c'est connu, c'est une figure du RPM, c'est un cadre déterminant de la région de Koulikoro. Et je crois que, quelque part, c'est un peu une chasse aux sorcières aussi. Déjà que ce parti, après son fondateur qui est décédé, Feu Ibeka, qui a été très pacifique quand il y a eu le renversement de son régime, suite à son décès, son parti s'est scindé en deux. J'ai parlé tout de suite de Moussa Tembine, qui vraiment avait maille à partir avec le président même du parti, Dr Bokari Treta. Et au bout du compte, Moussa Tembine a dû quitter le parti, créer sa propre formation, Convergence. Et même après son départ, il y a toujours un bras de fer. On veut déposer Bokari Treta, qui maintient ne pas rester. Or, son mandat, il est fini. Donc, il est censé tenir rapidement un congrès. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, maintenant, le RPM n'a plus de force. Le parti est divisé. Et ça, c'est encore un coup dur. Parce que ça montre que quelque part, si ces deux-là sont mis aux arrêts, d'autres au niveau même du RPM pourraient être mis aux arrêts. Parce que n'oublions pas aussi que sous Ibeka, le vérificateur général a quand même produit des rapports qui concernaient beaucoup de barons du pouvoir, qui sont de la famille RPM, qui peut-être se pensaient ne pas être inquiétés, mais je crois qu'ils ont beaucoup à craindre et qui devront être prudents. La preuve avec Karim Keïta, qui a dû s'exiler et partir en Côte d'Ivoire. D'accord, merci beaucoup. Moussa, dites-moi, est-ce que vous pensez comme Idrissa que c'est vraiment une chasse aux sorcières? Est-ce que tout simplement les dossiers ne sont pas pris en main par ce nouveau gouvernement qui est mis en place? C'est vraiment la lutte contre la corruption qui prend le pas, si on veut dire, dans cette gouvernance-là. Bon, sauf si le timing. Vous savez, moi, je m'interroge. Les deux arrestations concernant les deux grandes figures d'un même parti. Je m'interroge, est-ce que c'est le pouvoir de Koulouba qui veut une dislocation totale ou une disparition totale de l'un des plus grands partis au Mali, le RPM, il faut se dire la vérité? Ou bien est-ce qu'il y a une main noire des adversaires politiques de ce grand parti, comme Adema, qui sont aujourd'hui, qui goûtent aujourd'hui le même miel avec la junte au pouvoir? Est-ce que ce sont eux qui montent quelque chose contre ce grand parti? Je ne sais pas. Ou bien est-ce que le fait que Bavi et sa candidature, son challenger, a dû profiter de cette situation judiciaire pour trimballer Bavi et pour pouvoir avoir le boulevard très grand ouvert pour accéder à la tête de FEMAFOOT? La question reste toujours posée. Et est-ce que, puisqu'on a vu, après la mort du président Soumel, du président, non pas Ibeka, de l'URD, Soumel Sissé, et son parti a disparu. Carrément. Carrément, et c'est une dissolution totale. Ça arrange les partis qui sont en vie aujourd'hui. Et on a vu de l'autre côté, le parti Sadi, le président a pris la fuite. Il n'est plus actif au Mali. Donc, Sadi a complètement disparu aussi sur la scène politique. URD a disparu. Le parti Sadi a disparu. Maintenant, le parti qui était peut-être en convalescence, qui n'était pas mort, mais en convalescence à l'hôpital, c'était RPM. Et on vient encore d'arrêter
l'une des grandes figures, ou bien les deux grandes figures. Maintenant, est-ce que les autres membres des récidives de ce parti ne doivent pas s'attendre aussi à une arrestation, soit arbitraire, ou bien une arrestation maintenant qui est prouvée, mais le timing quand même nous laisse croire que, puisque nous avons des élections à l'horizon, et pourquoi maintenant là? Parce que ça fait plus de 2 ans que la gente est au pouvoir, c'est maintenant qu'on arrête les gens. Et la justice, pourquoi ce temps? Pourquoi maintenant? Pourquoi après avoir déposé la candidature? Mais pourquoi là, on ne saura jamais? Donc il faut creuser, il y a toujours des mains noires derrière tout ça là. Peut-être aussi parce qu'il faut attendre que les dossiers soient vraiment potables pour pouvoir les traiter. Ok, on va avancer. Il y a aussi une rentrée qui se fait là, pas rentrée des classes parce que ce n'est pas encore le moment, c'est la rentrée parlementaire. Et sur la table, il y a une question qui est là, la question des mines, notamment le code minier qui doit être rafraîchi et apporter voilà, le bonheur du bonheur aux Maliens par la suite, on espère bien. Si le Mali, depuis quelques mois, essaie d'aller de l'avant sur cette question, parce que pour ceux qui s'en souviennent, la transition a défini les contours à travers lesquels elle s'est même maintenue, ou elle espère encore se maintenir, qui étaient les ANR, les Assises nationales de la refondation. Et depuis là, la fameuse question que nous avons eu même à aborder dans l'un de nos premiers épisodes avec notre actuelle équipe, c'était est-ce que l'or brillait pour le Mali? Et on se souvient qu'il y a près de 5 mois, un rapport a été fait, un audit, qui évidemment n'est pas encore public, mais cet audit-là laissait entendre qu'évidemment il y a plusieurs mines. Il y a un rapport provisoire quand même qui a été remis au président Assimi. Non, ce rapport n'est même pas provisoire, c'est carrément des travaux qui ont été faits, il est clos, il est là, les lignes à définir sont là. Okay. Quand même après il y a eu un conseil des ministres où on a créé un organe national d'exploitation des mines, de vente des mines. En fait, ça a boosté la nationalisation même du secteur minier, notamment aurifère. On n'a pas les grandes lignes. Mais avant que mon confrère Moussa ne définisse, moi je vais attirer l'attention sur un point. C'est-à-dire que pendant cette rentrée parlementaire, il y a eu une prise de bec. Une prise de bec entre la parlementaire désignée originaire de Caille, à savoir l'honorable Maïmouna Gadjigo, qui a eu vraiment un bras de fer avec le président même de l'institution, le colonel Malick Diaw. Je rappelle que Mme Maïmouna Gadjigo est nommée et originaire de la région de Caille. Elle est même du M5, donc a mené énormément de combats. Et c'est une dame qui est très portée sur les questions minières. Ce qu'il y a eu pendant la rentrée, c'est que, évidemment, le président de l'Assemblée a pris sa parole, il a défini le cadre. Le président de la commission mine, que peut-être on aura un jour dans notre émission, Hassan Sidibé, a défini les contours. Et je rappelle même que la constitution mine en soi est une création récente. Il y a près de 3 mois comme ça qu'elle a vu le jour. Sinon avant, les mines étaient logées au sein d'une grosse commission. Mais on a vu que vraiment les mines en elles-mêmes, c'est une entité pleine. Et l'honorable Hassan Sidibé a défini les contours. Et enfin, le ministre des Mines a aussi donné sa lecture des choses. Sauf que, de façon naturelle, l'honorable Maïmouna Gadjigo a demandé la parole pour parler des difficultés de Caille. Pour dire qu'il y a des mines qui ne sont pas fidèles à la RSE, la politique environnementale. Quand une mine s'installe, il y a des préalables. Tout à fait. Et même quand la mine est installée, même si elle ne peut pas recruter les villages autour, mais les riverains sont censés avoir certaines retombées. Et aussi que les collectivités, les mairies et autres, reçoivent quand même des dividendes des mairies, des mines qu'ils sont censés aussi mettre à contribution dans leur circonscription, ce qui n'a pas été fait. Sauf que quand elle a voulu parler, le colonel Malick Diaw a voulu l'interrompre et elle a même sommé de s'exprimer en bambara. Mais puisqu'on est dans une 4e république et que les langues nationales sont quasi officielles, elle a refusé d'injoncter et elle a mis cette question en avant. Et moi, je partage son avis. Je crois que le ministre ou même le président de la commission défense, de la commission mine, ils ne sont pas toujours au bain, surtout que la commission mine existe il y a à peine 2-3 mois. Ils ne sont pas au bain du monde minier. Pour moi, le travail, c'est une synergie.
si des acteurs, parce que je précise que l'honorable Maïmouna Gadjigo n'est pas la seule originaire de Kayi. Ils sont en fait 8 ou 9. Oui. Donc, il y a Gassama. Voilà, il y a Gassama, l'honorable Mamadou Gassama qui a près de 20 ans même à l'Assemblée. Donc, il s'y connaît en ces questions. Donc, pour moi, c'est vrai que parfois, on peut initier des projets, mais ces projets ont leur matière, leur essence, à travers quand même les apports de ceux-là qui vivent les réalités. Exactement. Donc je pense que quand on crée quand même un texte et qu'on ne prend pas compte des réalités sociétales et culturelles, mais plus tard on va encore se retrouver avec des populations dans les rues, des divergences de vues. Surtout que l'ancien ministre qui a quand même démissionné, Seydou Lamine Traoré, lui il avait boosté une chose. Il avait fait la guerre même aux sociétés minières par rapport au recrutement. Parce qu'il s'est rendu compte que non seulement les nationaux n'étaient pas pris en compte, et les quelques nationaux qui étaient subalternes. Donc il a mis un système où désormais les mines sont obligées d'avoir un quota de nationaux, et pas pour faire de la figuration, mais pour occuper les premiers postes. Et même il y a de ces postes où ils ont créé un deadline, où même si c'est un étranger, un expatrié qui est là, sur une certaine période, il est censé transférer les compétences. Donc je crois que le secteur minier doit être vu de très près. L'or doit briller pour le Mali, et encore que même Kayi est quand même la première zone aurifère. Donc c'est à juste raison que l'honorable Maïmouna Gadjigo a parlé, et je crois que ce couac dénote le fait que, parce que quand même c'est quelqu'un de l'Assemblée qui a parlé, donc ce couac dénote le fait que tous les éléments n'ont pas été pris en compte, et il faut que le pouvoir soit très regardant, parce qu'à cette émission ici, Entretien Brut, on revient toujours sur la région de Kayi, qui reste un enjeu et de par la diaspora, mais eux aussi de par son aspect minier, et eux aussi de par son aspect fluvial, parce qu'on a parlé de l'OMVS. Oui. Donc c'était ce que j'avais à dire. Tout à fait. Moussa? Oui, vous savez, souvent, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, cette révision du code minier ou bien le nouveau code minier, mais ça a été annoncé par le président, si vous avez une souvenance, à Kayi, tout récemment, qui sont en train de travailler techniquement sur le code minier. Et donc, une fois que le travail sera fait, et il va convoquer une session pour l'approbation du CNT. On a vu cette convocation du CNT, mais vous savez, souvent dans ces genres de contexte, de code minier, ce n'est pas aujourd'hui que le Mali adopte des codes miniers. Si on fait maintenant l'historique, c'est en 1963, sous Modibo Keïta, que le Mali a vu son premier code minier, c'était en 1963. Bon, comme c'était un code minier maintenant qui était soviétique, adopté à la soviétique. Voilà, adopté à la soviétique. Évidemment soviétique, et maintenant, après, en 1970, comme Traoré est venu au pouvoir en 1968, en 1970, on a changé quelques paramètres aussi de ce code minier. Et en 1991, après le coup d'État, Amadou Toumani Touré donc, est venu aussi apporter son grain de sel. Amadou Toumani Touré premier. Premier, voilà. Amadou Toumani Touré premier. Après maintenant, Amadou Toumani Touré deuxième en 2012. Oui. Avant qu'il ne sorte. En 2002. Donc, en 2012, donc il y a eu ce changement de code minier. En 2016 encore, il y a eu. Donc le Mali a changé le code minier 6 fois. C'est juste pour permettre aux Maliens maintenant de vivre aisément et de vivre de sa mine. Maintenant, si vous regardez l'apport financier des mines au Mali, c'est 10% du PIB, selon le ministre. Un pays comme Mali, c'est-à-dire qui peut être même le premier pays producteur de l'or dans le monde. En Afrique, c'est la 3e en tout cas. Et en Afrique, nous sommes 3e, mais l'apport maintenant budgétaire de ce secteur pourvoyeur, c'est 10%. C'est honteux. Où va l'or? Et ceux qui sont là-bas. Maintenant, si vous, je vais vous faire d'abord une confidence. Je suis allé à Simandou faire une enquête auprès des entreprises qui sont là-bas, des Chinois, des Américains et autres. J'ai vu le code minier guinéen, par exemple. Je prends l'exemple où je fais la comparaison. Et on dit, il y a des postes de responsabilité, il faut obligatoirement des nationaux à ces postes.
comme directeur par exemple. De deux, il y a aussi le contrat de sous-traitance dans le code minier guinéen. Il faut obligatoirement donner les contrats de sous-traitance à des entreprises locales. C'était obligatoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Les entreprises qui sont là-bas, qui n'ont pas de moyens de financement, qui passent derrière les Chinois ou derrière les Anglais, maintenant qui vendent leur permis à ces entreprises. Maintenant, sur le terrain, c'est le permis de l'entreprise Idrissa qui est là, sur le terrain. C'est devant l'État, devant le ministère de Mines, devant l'encadrement minier, c'est le permis ou c'est le nom de l'entreprise Idipress qui est là. Mais sur le terrain, c'est autre chose. C'est l'entreprise chinoise, c'est l'entreprise anglaise, c'est la corruption à ciel ouvert. Donc, ce n'est pas que l'État seulement. L'État peut prendre dans le code minier, l'État peut prendre les articles appropriés, les meilleurs articles pour pouvoir partager maintenant les dividendes miniers aux Maliens. Mais si les Maliens qui s'engagent ne sont pas maintenant dans le même esprit que l'État, peuvent facilement vendre le pays. Donc c'est ce qui nous fatigue au pays. Sinon, si vous regardez, le Mali a dû changer le code minier 6 fois. Mais tout ça là, c'est pour permettre aux Maliens de vivre aisément, de façon décente. Mais on a vu que tout, jusqu'à présent. Mais le ministre de l'économie et des finances qui dit qu'avec l'adoption de ce code minier, le Mali pourrait engager, il peut y avoir encore des suppléments dans l'aspect budgétaire au Mali de 200 à 300 milliards de francs CFA. Si seulement si. Donc on va mettre si là. Et le si là sera toujours suspendu. Parce que vous verrez encore, parce que moi je suis sceptique. Après maintenant vous allez dire que non, je suis polémiste. Non, je ne suis pas polémiste, mais je dis les choses de façon réelle. Ce que je vois sur le terrain. Mais avec ce code minier, en tout cas on a l'espoir que ça va, mais il y a des manquements. Il faut tenir compte des aspects environnementaux. Il faut tenir compte aussi des aspects maintenant locaux. Mais si on ne tient pas compte de tout ça là, jusqu'à présent, on aura encore d'autres remaniements de code minier. D'accord, on va espérer. En fait, l'élaboration des textes, c'est pas ça le problème. Hein. C'est l'applicabilité de ces textes-là qui porte le problème. L'applicabilité, ce n'est pas l'État seulement. Jusqu'à la gouvernance locale en sa part. Il y a aussi parce message, Moussa, voilà. Merci beaucoup, Idrissa. Moi, ce que j'avais à dire, c'est qu'avant l'adoption de ce code minier, le Mali avait un système de flexibilité aussi qui a eu raison du secteur. 60 milliards. 60 milliards, mais aussi tous les 6 codes miniers que Moussa a eu à citer là, ces codes-là étaient encore valables. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous, Dame Fadima, vous créez une mine en 2013, il y a un code minier. Après, en 2016, il y a un autre code où le Idipress, je vais même penser à avoir un titre, au-delà de la page, crée aussi. Il s'avère qu'en 2013, le code minier que moi j'ai trouvé, c'est lui que moi j'applique. Et vous, au lieu de suivre le nouveau, le code de votre époque, vous pouvez aussi suivre ces textes. Effectivement, on a bien vu ces problèmes-là où chacun utilise le code de son époque. Or, comme pour dire que la loi n'a pas abrogé. Oui, n'a pas un effet à venir. Elle n'a aucun rétroactif. Donc, tant que il n'y a pas cette rétroactivité, tant que le nouveau code, je suppose et je l'espère, abroge de fait tous les anciens, pour que tout le monde se mette sur une seule ligne, on aura encore des difficultés. Et il y a aussi le problème de mise en jour. Et on va suivre de très près ce dossier. Vous dites que vous avez travaillé. Avec les bruits qu'elle a... Ben oui, parce que j'ai fait une réflexion politique avec ce sujet sur l'exploitation minière au Mali. Et puis, dans mes recherches, avec les infos qu'on a, il est quand même dit que le nouveau code minier promet du positif pour le Mali et les Maliens. Mais c'est ce que nous dit toujours, c'est de nous mettre le miel dans nos bouches. Chers amis, nous restons toujours à l'Assemblée nationale, tout simplement. Il y a eu la démission d'une tête, pas des moindres, de Salif Keïta. Voilà, le même Salif Keïta, celui qui dit haut et fort des choses quand ça ne lui plaît pas du tout.
sa démission, vraiment, ça a été un petit coup de tonnerre. On ne sait pas les dessous, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il voit. C'est quand même assez bizarre de voir qu'il démissionne là pendant cette période de transition. Pourtant, la transition tend à sa fin. Pourquoi maintenant c'est un petit peu ça. Donc, en quelques mots, je pense qu'on est déjà assez juste dans le temps pour boucler cet entretien brut aujourd'hui. Bon, moi, ce que je peux dire, Salif Keïta, c'est une icône mondiale. Et même si j'ai un seul regret, Salif Keïta n'a pas pu avoir le Grammy Award que Ali Farka Touré, lui, a pu avoir. Bon, Salif Keïta, membre du CNT, ou si vous voulez, Salif Keïta, député nommé. Pour moi, c'est une logique des choses. Quand on se retrouve dans un système où on ne vote plus les élus, on les désigne et que le monde de la culture doit désigner. Et je crois qu'il est arrivé de par son audience, de par son nom. Son nom, c'est un label. Salif Keïta, quand il prenait sa retraite il y a bientôt 5-6 ans ou plus, il était à 50 ans de carrière. Donc quasiment, nous allons à près de 60 ans de carrière pour l'albinos béni ou le cheval blanc ou le roi de la musique mondingue. Et vous savez, le macaron parlementaire, ce n'est pas une surprise en réalité. Depuis les années 2010, Salif Keïta avait tenté d'être député. Il s'était présenté, autant d'ATT, hein. Mais bon, ça n'avait pas abouti, il était novice, il ne s'y connaissait pas. Mais par contre, en 2019, il avait fait sensation à travers une déclaration qui finalement était une prémonition, où il a directement interpellé le président Ibeka pour lui dire, grand frère, n'acceptez pas d'être un soumis de ce jeune président, de cet enfant, je m'excuse du terme, je le paraphrase, Emmanuel Macron, qui à la longue créera votre chute, ne reconnaîtra pas ce que vous êtes en train de faire. Une prophétie. Une prophétie. Oui. Et à l'époque, deux faits. Il y a eu une révision de constitution à l'époque, où il y avait le sommet Afrique-France. Macron ici, le mouvement d'opposition Ante Abana dans la rue, Ibeka a dit que ne pas le faire, c'est se trahir. Et la deuxième chose encore, c'est que 5 mois après ce pouvoir-là du CNSP originel, puisqu'on a le CNSP Renaissance au Niger, 5 mois après, Macron, qui était en bon terme avec, puisqu'il avait ses intérêts ici, a dit, en 5 mois, j'ai eu autant de satisfaction que lors des 8 ans du président Ibeka. Une insulte, une ingratitude pour quelqu'un quand même qui s'est mis à dos l'opinion à travers le mouvement Ante Abana et a dû ajourner le projet de constitution. Donc, voir Salif, de par ses convictions déjà, on voyait la chose venir. Et Salif Keïta voulait être député. Donc, quoi de plus normal que quand le corps de la culture doit désigner un représentant, de par son audience, de par sa tournée du monde, il peut apporter des choses. Raison pour laquelle que même quand il siégeait à l'Assemblée, il était même au niveau du Parlement panafricain. Parce que chaque pays désigne 4 élus. La chef de file, c'est l'honorable Château. Mais en fait, c'est 4 élus. Et Salif Keïta y était, y apportait sa contribution. Mais je précise que très tôt, un an après, il a dû vraiment ajourner cette mission. Parce qu'avec l'âge, et avec ses engagements artistiques, il a vraiment dû ajourner. Donc moi, je veux que les gens ne soient pas vraiment étonnés. La chose parlementaire, Salif s'y connaissait. On va dire la politique, Salif y était engagé. Et puis Salif Keïta n'est pas quelqu'un pour qui un poste de député, que ce soit nommé ou élu, est une fin en soi. Tout à fait. Beaucoup se disent que non, quand tu es député, tu atteins un summum, tu atteins une échelle. Oui, mais ça dépend de dans quelles conditions tu arrives. Salif Keïta, il se suffit, c'est un leader, c'est un cadre. Il a quand même apporté sa contribution au pays. Il a vraiment joué son rôle. Même jusqu'à présent, beaucoup ne savaient pas que Salif même était député. Hein. Député nommé, beaucoup ne savaient pas. Mais quand même, il est venu, il a apporté sa contribution et je pense qu'il a passé la main. Sait-on jamais, il pourrait rebondir aux futures législatives, on verra. D'accord, merci. Moussa, juste en une seconde. Hein. Oui, une minute, moi je vais décevoir Salif Keïta. C'est quelqu'un que j'ai du respect pour lui, et pour avoir travaillé très longtemps avec un de mes parents, Mafla Kanté. On est du même village, à Manan Farabana. Donc, Salif Keïta, je le considère comme un père. Mais moi, je vois que Salif Keïta n'a pas raison
de démissionner sans donner raison préalable. Puisqu'il est venu, il dit qu'il accompagne la transition, les militaires. C'est ce qui lui a amené à siéger au CNT. Salif Keita est parti au CNT. Salif Keita, peut-être il y a des gens même, il y a des indications qui disent que Salif Keita ne prenait pas son salaire parce qu'il n'avait pas le temps, tout ça là. Il y a d'autres qui disent non, il prenait. Il prenait ou il ne prenait pas. Mais il est en mission. Si vous voulez démissionner, il est issu d'une corporation. Même si vous ne donnez pas les vraies raisons au peuple, mais il faut rendre compte maintenant à cette corporation dans laquelle vous êtes ici. Il faut dire, bon, vous m'avez envoyé une mission, peut-être je vois que ça ne va pas. Ma philosophie ne corpore pas avec ce que je vois sur le terrain, donc il va falloir que je démissionne. Mais s'il démissionne comme ça sans donner raison, c'est comme s'il aurait dû laisser cette place-là à d'autres personnes, maintenant qui pourraient finir ce mandat de CNT. Donc moi quand même, c'est un peu gauche pour moi de voir Salif Keita quitter maintenant au CNT sans donner raison valable. Parce qu'on dit pour des raisons personnelles. Et quelles raisons personnelles? On ne peut pas penser à sa place. On n'est pas dans sa tête. D'accord. Donc, et je voulais dire une dernière chose. La dernière, Nous ne pouvons pas parler de Salif Keita sans ne pas penser à notre confrère Yaskoul, de son vrai nom Yaya Koulibaly, qui était le manager, l'administrateur général du média que Salif Keita a créé, la radio Nassira Oulé. Il vient de décéder. Je tenais à présenter, on va dire au nom du groupe Mandé TV, toutes nos condoléances à sa famille biologique, à la famille de la presse. Téléspectateurs de Mandé TV, nous arrivons à la fin de notre entretien brut qui a pour thème l'actualité. Et nos chroniqueurs, pour décrypter l'actualité, nous avons Monsieur Moussa Oulé Traoré, il est journaliste correspondant de Média Guinée. Moussa, merci beaucoup. Merci. Et nous avons aussi également Monsieur Idrissa Keita, qui est journaliste consultant, spécialiste du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Donc, on se dit à une prochaine fois, téléspectateurs de Mandé TV. Restez sur les ondes de Mandé TV et aussi allez jeter un coup d'œil sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Et nous saluons par la même occasion la technique qui a assuré la partie technique de ce tournage. Merci et on se dit à la prochaine.